Il faut toujours tourner sa langue, cette fois dans sa bouche, avant de parler. Règle de survie, quand chaque mot compte. Le ministre Franck Riester a-t-il commis une boulette en avouant que les femmes seraient un peu pénalisées, c'est vrai, par le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Bon, disons les choses, Franck Riester, il n'a pas trahi un secret d'État. C'est écrit en toutes lettres dans le document qui a été dévoilé lundi par le gouvernement et qu'il présente comme une étude d'impact de cette réforme des retraites. Seulement, comme personne ne lit ce genre de document, tout le monde est tombé de sa chaise quand Franck Riester l'a dit hier. Bon, en tout cas, c'est une contrariété de plus pour le gouvernement qui va quand même avoir du mal à redresser le cours des choses. L'idée que la réforme est injuste, elle s'est incrustée dans l'esprit de l'opinion publique. Tout le monde se demande ce qui va se passer mardi prochain. Est-ce qu'il y aura encore plus de monde dans la rue? Bonjour Yves Tréhard. Bonjour. Directeur Bonjour Dimitri, de la bonjour à rédaction tous. du Figaro. Louis Osalter est avec nous aussi, journaliste politique à Marianne. Bonjour. Louis. Je ne sais pas lequel des deux a commencé la semaine dernière, mais je crois que c'était vous Yves. Bon, donc alors, par souci d'équité, d'égalité, Louis Osalter, je commence avec vous. Non mais ça montre quand même cette histoire de Franck Riester, je trouve, ce qui passe pour une boulette gouvernementale. En fait, pas du tout. Il a simplement, je disais, vous l'aviez vu ça, effectivement. Bien sûr, dès le lundi matin, dans l'étude d'impact qui est tombée, qui évaluait du coup les différents scénarios possibles en fonction des âges de départ, des profils, des trimestres cotisés, etc. Donc on va partir 6 mois pour les hommes et 7 mois et demi pour les voilà, femmes. Une différence de départ, c'est-à-dire que le report de l'âge effectif de départ, en moyenne, va conduire les femmes à travailler un peu plus que les hommes. On sera à 63 ans et demi, quelque chose voilà, comme ça. Exactement. Après, c'est en fonction des générations, mais après la génération 1980, ça devrait à peu près s'équilibrer. Non, le problème, en fait, c'est pas tant que le ministre a expliqué et admis qu'il y ait dans l'étude d'impact ce genre d'éléments, c'est la façon dont le gouvernement vend sa réforme au préalable. C'est-à-dire que c'était une formule du ministre du Travail, Olivier Dussopt, il n'y aura pas de perdants. Alors ça, c'est stupéfiant comme formule, parce que si on travaille 2 ans de plus, sauf à considérer que travailler jusqu'à 64 ans, c'est forcément gagnant, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français qui soient d'accord avec cette conception des choses. Et donc, le fait d'employer ce genre de formule et d'expliquer qu'il n'y aura pas de perdant dans une réforme qui repousse l'âge de départ à la retraite, à vouloir être simple, stupide. Finalement, on en vient et puis à vouloir rassurer, c'est-à-dire qu'à un moment, et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit en Conseil des ministres la semaine dernière, il a fait un rappel à l'ordre à ses ministres en leur disant, mais ne parlez pas que du sucré de la réforme, comme on dit en communication politique, mais n'oubliez pas de dire quand même, parce que sinon les gens vont trouver qu'on se fiche d'eux, n'oubliez pas de dire que c'est quand même une réforme qui demande des efforts à tous les Français, à tous ceux qui vont travailler plus longtemps. Et donc, dans toutes les semaines de communication gouvernementale qui ont précédé la présentation du texte et de son étude d'impact, il y a eu cette insistance mise sur toutes les formidables avancées, la justice qu'il y aurait dans cette réforme. Or, on voit bien que non seulement il y a des injustices, notamment pour les mères, parce qu'elles vont perdre notamment un avantage sur les trimestres cotisés pour les enfants qu'elles ont eu, mais surtout on voit que c'est une réforme qui logiquement demande des efforts. Donc communiquer à rebours de ça, c'était parfaitement absurde. Thierry, vous avez vu information du Parisien ce matin, apparemment il y a une profusion d'idées sur les groupes WhatsApp des députés pour continuer à sucrer encore un peu plus la réforme afin que ça passe mieux, avec des idées certaines assez étonnantes. Par exemple, il y a des députés macronistes qui réfléchissent à faire un âge de départ à plusieurs vitesses. Par exemple, ça pourrait être plus de 64 ans pour les seuls CSP+. Une usine à gaz. Voilà, une usine à gaz. Ah mais vous êtes à d'idées, reconnaissance de trimestre en cas d'activité bénévole. Moi j'attends un moment où la réforme va coûter plus cher que les économies qu'elle doit nous rapporter. C'est ce qui s'était passé en 2007 d'ailleurs avec la suppression voulue des régimes spéciaux des agents des services publics par Nicolas Sarkozy. Je vais vous raconter une anecdote. Hier, j'étais en relation avec une chaîne de télévision belge qui me demandait d'expliquer cette réforme des retraites. Et en face de moi, ils étaient tous en train de pouffer de rire, parce qu'ils disaient, mais chez nous, attendez, c'est à 67 ans, l'âge de départ à la retraite. Qu'est-ce que vous faites là? C'est grotesque, on est ridicule. On est absolument ridicule. Vous regardez tous les pays autour de nous. L'Espagne, d'où revient le président de la République la semaine dernière, est en train de passer à 67 ans. Pays socialiste, dirigé par des socialistes. Dirigé par des socialistes. L'Allemagne, ça fait longtemps. La Belgique et plein d'autres pays. Écoutez, c'est pas sérieux. Notre affaire n'est pas sérieuse. On est mais ils ont pas eu un président il y a 40 ans qui a fait passer la retraite à 60 ans. Exactement, parce que la France n'est pas sérieuse. La France n'est pas sérieuse, et effectivement, alors qu'à ce moment-là, tout le monde savait que l'espérance de vie allait augmenter de façon vertigineuse, et c'est le cas, eh bien nous, on est passé de 65 à 60 ans, comme quand on a fait les 35 heures, on a fait ça à contre-courant de toute l'Europe, qui savait très bien que c'était pas le moment de le faire. Donc, on est là en train de se chamailler sur des conditions de retraite, et le pire, c'est de voir la droite
qui a fait campagne pendant une vingtaine d'années ces derniers temps pour augmenter l'âge de départ à la retraite et qui aujourd'hui est en train de regimber pour une partie d'entre elles, et de dire et de nous expliquer que cette réforme est trop violente. Mais on est où? Où nous sommes? Mais regardons-nous de temps en temps. Arrêtons les compteurs et regardons-nous. On est ridicule. Et donc vous avez un regard assez appuyé, mais pourquoi pas? Vous avez raison, Yves. Hein, je suis désolé. Attention, j'épargne évidemment tous ceux qui ont des carrières très longues ou qui ont commencé à travailler très tôt, alors, évidemment. Quand on regarde ce qui va se passer le 31 janvier, alors il faut bien comprendre un truc, lui aux Haltères, vous avez vu ça, c'est-à-dire qu'en fait ce 31 janvier, cette grande mobilisation de mardi prochain, en fait ça commence dès demain. La CGT Pétrole appelle à la grève pour 48 heures à partir du 26 janvier, demain. Idem dans les ports et les docks. À la SNCF, semble-t-il, la grève ça va commencer dès le mercredi 25, enfin traditionnellement la veille au soir, 19h. Et voilà, comme on commence à avoir un calendrier qui se remplit de dates de mobilisation. La SNCF, on sait qu'il y en aura le 7 et le 8. La grève deviendra peut-être reconductible et donc très durable à partir du 15 février. Est-ce que vous vous attendez à une mobilisation mardi prochain plus forte qu'elle ne le fut la semaine dernière ? C'est possible si justement cette mobilisation forte et qui a surpris dans l'exécutif au gouvernement encourage d'autres gens à aller travailler. À mon avis, la principale limite, c'est l'inflation. C'est-à-dire que faire grève, ça coûte cher quand vous n'avez pas une caisse de grève, ce qui est le cas dans certaines branches et dans certains syndicats. Mais en général, donc, on n'est pas payé le jour où on fait grève, et là, on est sur une inflation à 7% sur un an. Donc, ce motif qu'on aurait pu penser décourageant, on a bien vu que la semaine dernière, ça ne l'a pas été tant que ça, mais est-ce que les gens qui sont déjà achetés quelque part un jour de grève pourront se permettre d'en acheter 2, 3 en dehors des fédérations habituées, entre guillemets, où là c'est plus organisé pour que la grève ait moins de conséquences? Pour moi, en fait, c'est l'un des principaux enjeux et l'une des principales clés de la mobilisation. Et d'ailleurs, on a pensé au gouvernement, souvenez-vous d'Olivier Véran, ce devin qui avait expliqué qu'il ne se projetait pas dans une mobilisation massive, mais tout le monde peut se tromper. Je pense que c'est notamment ce genre de contexte, l'inflation, la hausse des prix, le fait que les gens ne peuvent pas forcément se permettre de faire grève, qui les a poussés à penser que en fait, ça devrait passer comme ça et que le côté brûlant du débat se passerait au Parlement. Or là, non. On voit que le deux fronts se préparent en parallèle. Il y a la rue et puis au Parlement, ça s'annonce assez enflammé aussi parce que il n'y aura peut-être pas d'obstruction parlementaire finalement. C'est-à-dire que le débat pourrait avoir lieu, mais ça ne veut pas dire que ce sera moins chaud que s'il y avait une obstruction parlementaire. Est-ce que vous pensez que la réforme, Yves, peut passer alors que la bataille de l'opinion est objectivement perdue à ce stade pour le gouvernement? C'est la grande question. Je pense que sur l'opinion, Louis a posé les bases. C'est-à-dire que effectivement, il y a cette histoire d'inflation, de pouvoir d'achat. Est-ce que les gens... Après, au Parlement, sur le papier, ça doit passer. Normalement, 50 jours et tout. Mais il y a une inconnue. Bon, d'abord, il y a le comportement des élus LR, là. Semble-t-il une quarantaine, qui commence à inquiéter justement l'Élysée. Ça passe ric-rac. Et puis la deuxième chose, c'est que si vous consultez des constitutionnalistes et si vous écoutez le président du Conseil constitutionnel, Mezzabocce, il vous dit, est-ce que le recours à cet article 47 de la Constitution qui permet justement cette procédure rapide d'adoption de la loi, parce que c'est un texte budgétaire, est-ce que c'est constitutionnel? Et est-ce que c'est constitutionnel pour l'ensemble du texte? La question est posée, beaucoup de constitutionnalistes s'interrogent, en doutent. Et donc, ça peut aussi achoper de ce point de vue. Il y a aussi le risque juridique, on l'a pas vu celui-là. Bon, on aura l'occasion d'en reparler des retraites. Je voudrais juste avoir avec vous deux un mot de la guerre en Ukraine et de ce revirement spectaculaire. Semble-t-il, Olaf Scholz va confirmer que l'Allemagne va bel et bien livrer ses fameux chars Léopard 2 à Kiev, ce qui va ouvrir la voie à tous les autres pays qui souhaitaient faire de même avec la livraison de ces puissants chars allemands. Alors, il y a une dimension du sujet qui est très peu traitée, je trouve, et d'ailleurs depuis le début de l'année qui est très peu traitée, c'est bien évidemment la remontée en flèche avec ces livraisons de chars, du risque guerrier. Comment la Russie va-t-elle réagir? Puisque là, semble-t-il, on a eu ce débat l'an dernier sur la fameuse co-belligérance. Dès lors qu'on livre des chars lourds d'attaque, est-ce qu'on n'est pas encore un peu plus proche de cette fameuse co-belligérance, oui, aux Haltères? Oui, mais pour l'instant, la Russie n'a jamais mis ses menaces à exécution.
c'est quand même frappant. Ça va faire 1 an que ce conflit est déclaré. 1 an, parce que quasiment dès le début du conflit, les pays européens en première ligne et les États-Unis aussi ont porté assistance à l'Ukraine, notamment à travers l'aide financière et militaire. Et la Russie a multiplié les avertissements, mais de fait, on n'est pas rentré dans un conflit généralisé. Alors évidemment que tout le monde l'a en tête, cet engrenage qui a eu lieu plusieurs fois dans l'histoire, qui a conduit à des conflits mondiaux généralisés. Mais pour l'instant, ça reste un conflit entre d'un côté la Russie, qui est la puissance agressive, invasive, et l'Ukraine, aidée, assistée par ses alliés. Alors là aussi, il y a un débat de juristes, même si Moscou n'a rien à faire des débats de juristes, mais en droit international, ça n'existe pas, Louis, le droit international, c'est que des rapports de force. Voilà, exactement. C'est pour ça que je vous dis que Moscou n'en a rien à faire. Mais en droit international, respecté par quelques pays occidentaux et que ne suivent absolument pas les autres pays de la planète, la réserve est mise, livrer des armes à un allié, ce serait ne pas être co-belligérant. Alors voilà, je vous dis l'élément juridique, ça ne veut rien dire en termes militaires et ça ne veut pas dire que Moscou, un jour, ne réagira pas. Mais pour l'instant, force est de constater que Moscou, et peut-être est-ce à cause des déboires de son armée sur le terrain, peut-être est-ce parce qu'il n'en a pas les moyens, ne réagit pas contre les alliés, mais réagit en revanche contre la population civile ukrainienne, ce qui est un de problème. En Allemagne, ils ont ce débat, cette image de chars allemands pénétrant en territoire russe, avec des pilotes ukrainiens au volant, bien sûr, mais cette image tétanise la classe politique allemande, mais en fait, la question, elle va bien au-delà, Yves Tréhard. Alors, ils ne sont pas en territoire russe, ils sont en territoire ukrainien, revendiqué par les Russes. Mais là, avec de telles armes, ils auraient les moyens de pousser la contre-attaque jusqu'en territoire russe. Bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que les Occidentaux ont mis autant de temps à se décider, parce qu'on a dit, il y a des histoires de politique intérieure et tout, mais tout ça, c'est quand même des décisions qu'il faut peser et sous-peser, et je pense que c'est normal que ça ait mis un peu de temps. Deuxièmement, je pense que sans ces envois de chars lourds, eh bien, l'Ukraine est en situation et en posture difficile, parce qu'il va y avoir une massification de l'armée russe en face dans les jours et les semaines à venir, qui va passer à des niveaux de masse importants, de mobilisation importante, et que ça va être très compliqué pour les Ukrainiens, qui, me semble-t-il, là, sont en train de marquer le pas. Merci beaucoup, Yves Tréhard du Figaro. Merci Louis Osalter. La une de Marianne cette semaine. Justement, les retraites, ceux qui sont pour, la minorité qui sont pour, les patrons, les retraités, Emmanuel Macron, le Figaro. Voilà. Merci à tous les deux. Bonne journée, 8h57 sur Europe 1.